Je lance le live. Bon. Trois, deux. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Bienvenue dans votre émission. Il est 18 h, c'est votre rendez-vous, l'émission du Toulouse Olympique 13, l'Afterwork, émission dédiée aux partenaires du Toulouse Olympique 13. Nous voulons, bien entendu, encore et encore, puisqu'ils ont été un peu oubliés par notre président, bien soutenir encore tous nos amis de l'événementiel, tous nos amis de la table ovale, partenaires du Toulouse Olympique 13. Vous êtes toujours en attente de pouvoir réaliser des événements. Ça nous manque à nous aussi, bien entendu. Nous aurons l'occasion d'en parler dans cette émission, puisque nous recevrons dans la troisième partie de l'émission Albert Serrault, qui est le secrétaire général de la table ovale et qui nous parlera justement de ces rassemblements qui nous manquent à nous, donc amis de l'événementiel. Nous pensons très très fort à vous. Aujourd'hui, pour cette 7e émission, j'ai invité Guillaume Fauré, qui est délégué régional donc sud-ouest de SFR, Julien Baudet, qui est le gérant de la société Arvadiag, et Laurent Bachet, qui est le gérant de la société LV Courtage, trois partenaires donc du Théo, trois nouveaux partenaires dans cette 7e édition. Nous allons donc passer aux informations du Toulouse Olympique 13. Et nous allons commencer par un petit message de soutien à notre ami Jean-André Batmal, Jeannot, que nous surnommons Jeannot. Nous allons bien entendu lui présenter toutes nos condoléances. Il a perdu quelqu'un de sa famille proche, donc nous lui transmettons tous ensemble toutes nos condoléances, Jeannot. On te salue et courage. Concernant le Championship, deux révélations cette semaine avec la prolongation de deux joueurs, la prolongation du talonneur international gallois Lloyd White, qui continuera à jouer sous le maillot du Toulouse Olympique 13 en 2021 avec une option pour 2022, donc une énorme information pour l'équipe. Également Junior Vaivai, qui a prolongé de 2 ans son contrat au Toulouse Olympique 13, bien entendu. On est ravis de les avoir encore avec nous pour la saison prochaine. Concernant le championnat de France, toujours pas d'informations. On attendait bien entendu des informations concernant le ministère, donc on ne sait encore pas la date de reprise officielle du championnat. Ça ne saurait tarder. Voilà, donc pour le championnat de France, le rugby à 13, pour le pôle élite du Toulouse Olympique 13. Concernant la boutique du Théo 13, pensez à la fête des pères. Si vous n'avez toujours pas d'idée ou si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de la fête des pères, pensez à la boutique du Théo. Rendez-vous sur le site www.theo13.com pour retrouver la boutique et tous les éléments que vous pouvez offrir au papa. Voilà pour la boutique et bien entendu les animations partenaires, une véritable volonté du Toulouse Olympique 13 de mettre en avant les partenaires avec l'émission de l'Afterwork, mais également les interviews réalisées par Dominique Guette et Carlos Zando, les dernières en date, Stéphane Aubé, président donc, de Green City, et Jean-Nicolas Bailly, directeur général du groupe La Dépêche. Voilà cette grosse volonté du Toulouse Olympique 13 de mettre en avant les partenaires. Un grand merci bien entendu à vous toutes et à vous tous. On l'a dit la semaine dernière, vous êtes en moyenne plus de 1500 personnes à regarder l'émission en live ou en replay. Et la semaine dernière, on a dépassé les 1600 personnes donc, qui ont regardé l'émission, ce qui me permet de remercier nos fidèles spectateurs. Je pense notamment à Joël Gonzalez-Tric. On te salue Joël. Yannick Dufréchaud également, voilà des fidèles spectateurs sur le live de l'émission. Et Fabrice Rodriguez également. Il y en a d'autres que je saluerai bien entendu tout au long de l'émission. On vous rappelle que vous retrouvez toutes les informations sur la page Facebook du club Toulouse Olympique 13 officiel, sur l'Instagram Toulouse Olympique Rugby tout attaché et bien entendu le site internet www.theo13.com. Voilà, donc n'hésitez pas, cher public, à réagir à l'émission. Vous pouvez poser vos questions, également interroger nos invités.
Et pour cela, nos invités, eh bien, nous allons les accueillir dans quelques secondes pour cette 7e émission. Donc, je suis ravi d'accueillir sur notre plateau virtuel Guillaume Forêt, délégué régional sud-ouest de Altis SFR. Il est où, Guillaume? Il est là. Il arrive. Il est là. Il est là. Alors, on ne te voit pas encore, Guillaume, mais ça ne va pas tarder. Est-ce que c'est bon? Oui. Ouais, très bien. Bonjour Guillaume et bienvenue bonjour Laurent. à l'émission. On va accueillir également Julien Baudet qui sera donc à tes côtés, Guillaume. C'est le gérant de la société Arvaliag, partenaire également du Toulouse Olympique 13. Bonjour Julien. Et bonjour Laurent, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Et avec vous, messieurs, pour nous accompagner dans cette émission, Laurent Vacher, le gérant donc de l'entreprise LV Courtage. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent, bonjour Guillaume, bonjour Julien et bonjour à toutes et à tous également. Alors messieurs, je suis ravi de vous recevoir dans l'émission. Bien entendu, on prend tous plaisir. Alors, à part Guillaume qui n'a pas encore assisté à une table ovale, mais ça ne saurait tarder. Table ovale ou Business Club, bien entendu, parce que vous le savez en tant que partenaire, vous avez accès à ces deux possibilités réseau pour pouvoir échanger avec les partenaires du TO. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver, de vous accueillir dans l'émission pour, en espérant bientôt, vous retrouver donc autour d'un petit verre à la table ovale ou au Business Club. Alors, messieurs, pour vous expliquer un petit peu l'émission et pour expliquer également au public, donc 3 séquences dans l'émission. La première séquence, c'est qui es-tu? Vous allez donc vous présenter un petit peu plus personnellement, que les gens vous connaissent. La deuxième, on parlera bien entendu de vos entreprises, votre activité professionnelle, c'est la séquence Ma vie pro. Et la troisième séquence, c'est la séquence donc I Love TO13, où aujourd'hui nous aurons l'honneur de recevoir Albert Serrault, qui est le secrétaire général de la table ovale. Alors, on va commencer par Guillaume. Guillaume, donc, bienvenue au Toulouse Olympique 13. Est-ce que tu peux nous dire qui es-tu? Oui, bien sûr, Laurent. Alors, déjà, bonjour à toutes et à tous. J'ai oublié de saluer ceux qui nous suivent sur le live. Donc, moi, c'est Guillaume Forêt, 44 ans. Je suis le faux néo-régional de l'étape. Voilà, c'est-à-dire que je suis né dans le coin, je suis né à Montauban. Mais j'ai beaucoup bougé. J'ai grandi un peu partout en Midi-Pyrénées. Je suis parti du côté de Marseille, du côté de Grenoble, en Bourgogne, à Paris, en Bretagne. Donc, un parcours assez large. J'ai fait mes études à Grenoble et à Paris, à Sciences Po. Ça arrive. Hein. Et je suis revenu sur Toulouse au début des années 2000 avant de partir dans les Hautes-Pyrénées, où j'ai rencontré mon épouse. Et ce qui fait que pour continuer la présentation, je suis un peu comme la série que les moins de 20 ans ne doivent pas connaître, marié, 2 enfants. Très bien. Voilà. J'habite aujourd'hui sur Balma, donc agglomération toulousaine. Tu as une passion, culture, sport surtout le sport. Dans mon métier, je bouge beaucoup. Donc, dans mes activités perso, j'aime aussi beaucoup bouger. J'aime beaucoup les sports de nature. Donc, vélo, rando, ski, tout ce qui permet de s'aérer un petit peu la tête et de se faire du bien après les grosses journées de travail. Super, merci Guillaume. On va passer du coup à Julien. Julien Baudet. Bon, Julien, à toi, dis-nous qui es-tu? Qui se cache derrière toi? Alors, qui je suis? Donc, je suis Julien Baudet, j'ai 41 ans. Je suis né à Grenoble, justement à Saint-Martin-d'Hères, où j'ai grandi jusqu'à mes 15 ans. Et moi, je suis un petit peu le Toulousain d'adoption, puisque mon parcours professionnel m'a amené à joindre le centre de formation du TFC étant jeune. Donc, j'ai intégré le centre de formation quand j'avais 15 ans, jusqu'à mes 20 ans. Et ensuite, j'ai parcouru un petit peu le monde entre l'Angleterre et les États-Unis pour poursuivre ma carrière professionnelle de footballeur. Et à la suite de ça, je suis rentré à Grenoble, puisqu'il y a une vie après le foot. Je voulais être entraîneur diplômé, donc j'avais anticipé et passé tous mes diplômes d'entraîneur. Sauf qu'il m'arrive une chose qui n'était pas plus, c'est que j'ai fait un burn-out du foot. Je ne voulais plus trop en entendre parler. Et puis, quand vous vous retrouvez dans cette situation, vous faites quoi? Alors, vous êtes entraîneur, vous avez le diplôme, et puis maintenant, il faut trouver quelque chose à faire. Donc, beaucoup de motivation. Et une belle rencontre, suite à une belle rencontre, donc j'ai intégré un cabinet de diagnostic sur Grenoble, où j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup évolué. Et voilà, 10 ans plus tard,
mes enfants, eux, étant sur Toulouse avec leur maman. Moi, étant à Grenoble, à 600 km, et ben, le manque s'est fait ressentir plus que ça. Donc, j'ai tout plaqué à Grenoble et je suis venu monter ma structure ici à Toulouse. Donc, retour à la case départ pour moi et très content d'être ici. Je suis sur Verfeil, dans la petite campagne où ça me permet justement de faire du VTT et beaucoup d'activités voilà, de plein air. Et j'aime voilà, forcément le foot, le rugby, passionné de moto également. Donc, dès que je peux faire de la moto, je fais de la moto, que ce soit sur circuit, piste ou plus en pleine nature. Dans ta carrière, Julienne, de footballeur, bon, moi je la connais, mais certains ne la connaissent pas. Tu as quelques petits palmarès, tu pourrais nous en citer quelques-uns? Alors, au niveau du palmarès, quand j'avais donc 18 ans, que j'étais un jeune professionnel au TFC, on était donc monté en Ligue 1, à l'ancienne Division 1. Voilà, c'est-à-dire qu'on était encore. Julien, c'est ça? Non, moi je suis parti sur les pitchouns. Je n'ai pas fait partie des pitchouns. Les pitchouns, c'était tous mes potes du centre de formation. Moi, c'était la génération juste avant, Prunier, Djambé, Libra, Thierry Moreau, tout ça. Donc, on était monté en Ligue 1. Thierry Moreau, salut d'ailleurs, Thierry Moreau. Exactement. Et ensuite, voilà, l'autre fait un peu plus notable, c'est que voilà, quand je suis parti aux États-Unis, j'ai joué en MLS pendant 2 ans. Et on a gagné la MLS. Donc aujourd'hui, je suis fier de pouvoir dire que je suis le premier Français à avoir remporté le championnat américain. Et bien voilà. Et en plus partenaire d'ITO, que demande le peuple? Laurent, à toi de nous dire qui es-tu? Oui, alors moi, Laurent, je vais faire différemment. Non. Je suis né à Londres. Non, j'ai déconne. Je suis né à Londres, j'ai grandi un petit peu en région parisienne avant d'arriver à Pibrac en 96. J'ai 32 ans, donc je suis plus jeune a priori, oui. Je suis marié, j'ai pas d'enfant, mais j'ai… Pardon? J'ai pas dit mon âge encore. Ah, c'est vrai. Je le connais, mais je le connais puisqu'on s'est vu. Donc, marié, pas d'enfant, et puis j'habite Toulouse. Donc depuis 10 ans maintenant, je suis un pur Toulousain puisque je suis centre-ville. J'habite Place du Puy. J'ai fait d'abord un DUT technique de commercialisation pour mon parcours en apprentissage avec France Télécom Orange où j'ai été en boutique. Donc je connais un petit peu ton métier, Guillaume, ou en tout cas le métier d'SFR. J'ai vendu du téléphone, de l'internet, de la TV. Avant de rentrer par l'admission parallèle à la Suite de Toulouse, maintenant ça s'appelle TBS, pour faire le programme Grande École et où j'ai eu la chance de faire un nouveau contrat d'apprentissage avec BNP Paribas en tant que directeur d'agence. Donc j'ai gravité sur l'ouest de Toulouse, Blagnac, Coulommiers, Pibrac, Frouzins, enfin l'ouest de Toulouse sur la banque avec des portefeuilles mixtes, pro et privé haut de gamme, où j'ai mis en fait mon premier pas dans la finance grâce à BNP Paribas. Et puis aujourd'hui, du coup, j'ai créé LV Courtage en 2014, donc il y a 6 ans. Mais ça, je crois qu'on en parle après, c'est ça? C'est ça. Okay. On va continuer à parler de toi, Laurent, des passions. Ouais. Et depuis peu, tu as fait quelque chose dont tu es assez fier. Alors, j'ai beaucoup de choses dont je suis fier, mais par contre, depuis peu, je pilote des ULM. En tout cas, je suis en formation pour apprendre à piloter des ULM. Je fais du running un peu, beaucoup même. Je fais le semi-marathon récemment et j'étais très content de moi. J'ai fait un peu de rugby, mais à 7 quand j'étais petit. Et j'ai eu la chance d'être entraîné par Guy Noves à Pibrac. Et donc, quand on se voit, on se salue, c'est toujours très agréable. On va souvent à la table orale quand il a la gentillesse de venir nous voir. Et puis, moi, je suis un grand lecteur et je lis de la science-fiction et je regarde beaucoup de séries. Netflix, voilà. Très bien, super. Merci, messieurs, pour cette petite brève présentation de vous. On va passer du coup à la deuxième séquence, la séquence Ma vie pro, où vous allez nous parler un petit peu plus donc, de vos entreprises, même si vous avez déjà cité quelques noms. On va garder donc notre petit tour d'horizon avec Guillaume. Guillaume, donc peux-tu nous parler de SFR, donc alors Altis SFR, mais tu vas nous dire un petit peu la différence, voilà, en quelques mots, quelle est son histoire, ses spécialités et c'est surtout son secteur d'intervention. Oui, avec plaisir. Alors, SFR, je pense qu'à peu près tout le monde connaît. Bon, voilà, c'est une marque qui est assez bien implantée dans le paysage français. Elle est tellement bien implantée qu'on est deuxième opérateur télécom français.
Et on appartient depuis quelques années à une structure qui s'appelle Altis France et qui regroupe donc nos activités télécom et une deuxième branche qui est la partie média. En gros, pour faire une présentation rapide, aujourd'hui SFR, c'est 23 millions de clients. Il y a peu de sociétés en France qui ont ce parc-là. C'est un réseau de fibre optique de 16 millions et demi de prises et c'est une grande partie du territoire français qui est couvert en téléphonie mobile. Alors nous, on ne parle pas en termes de couverture de la surface, on parle en termes de couverture de la population, parce que c'est plutôt ça qui intéresse les gens. Aujourd'hui, en 4G, on couvre 99% de la population. Donc vraiment une grosse implantation au niveau français. Et sur la partie média, c'est des marques qui sont emblématiques, dont on entend souvent parler, puisqu'au sein du groupe, on a des sociétés telles que BFM, côté télé, et RMC, et les différentes déclinaisons, RMC Sport, qui était très présent, notamment sur le foot ces dernières années, ou RMC Story, RMC Découverte sur d'autres créneaux. Alors plus particulièrement, moi, au sein d'SFR, je suis délégué régional. Au sein d'Altis France, je suis délégué régional. Ça veut dire que je représente le groupe, qui est un groupe national sur la partie sud-ouest. Le sud-ouest, c'est l'ex-Midi-Pyrénées et toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est 20 départements. Je ne m'ennuie pas beaucoup. Je fais beaucoup de voitures. J'ai pas mal de choses à faire. Voilà. C'est 20 départements et je suis là pour tout ce qui est relation avec les institutionnels, le monde associatif, les élus, l'État, les préfectures. Je suis porte-parole du groupe, donc toutes les interventions en presse, etc., je les accompagne. Et je suis également responsable du site de Toulouse. On est le site, le siège régional du Sud-Ouest est à Basso-Cambo, où on a à peu près aujourd'hui 150 collaborateurs qui sont sur ce site. Voilà. Après, SFR, plus largement, sur ma zone, c'est une centaine de boutiques en plus, au-delà des activités d'ingénierie. On a une centaine de boutiques qui sont implantées sur le sud-ouest, dans à peu près toutes les grandes villes et grandes communes du sud-ouest. Très bien. Du coup, vous avez donc cette particularité de pouvoir eh bien, servir en fait donc le client dans les boutiques, mais également vous avez une partie professionnelle où vous Oui, pouvez bien sûr. intervenir auprès des entreprises, Guillaume. Bien sûr, sur ces 23 millions de clients, on adresse tout le marché, on adresse le grand public, on adresse l'entreprise, on adresse la collectivité, on adresse d'autres opérateurs, puisque quand on construit des réseaux, on ne vend pas directement au client final, on vend aux autres opérateurs notre réseau fibre. Et donc notre force de vente, elle adresse tous ces secteurs-là. Quand j'ai évoqué une centaine de boutiques à peu près sur le sud-ouest, il y a une partie des boutiques où on va retrouver des collaborateurs SFR. Donc c'est notre filiale de distribution. Et puis une partie qui est gérée par des indépendants. Donc la répartition, c'est à peu près 50-50 sur le sud-ouest. 50% géré par nous et 50% géré par des indépendants. Et le flux en boutique, c'est essentiellement du grand public. C'est toi, c'est vous. Chaque fois que vous avez à changer de téléphone, à prendre un nouvel abonnement, à vous abonner à la fibre, à découvrir nos offres sur la partie télé et services. Mais c'est aussi toute une équipe de commerciaux sur la partie PME, puisque évidemment on adresse toutes les entreprises sur le mobile, sur le fixe, sur les services, sur la sécurité, tous les secteurs dont on a beaucoup entendu parler dans la période de confinement. On fait partie des secteurs d'activité qui ont été énormément sollicités pendant cette période-là. Chaque fois que j'ai l'occasion de prendre la parole ces derniers temps, moi je remercie beaucoup mes collègues, les ingénieurs, et puis beaucoup les équipes qui étaient sur le terrain. Ouais, parce que on a beaucoup entendu parler, alors c'est pas du tout le même niveau, mais on a évidemment beaucoup félicité les personnels de santé. Mais je pense que ceux qui ont permis à la société de continuer à travailler, aux enfants d'étudier quand ils étaient à distance, c'est aussi toutes les équipes des opérateurs télécoms, pas que celles des SFR. Et je pense que c'est assez important de le souligner. On l'a salué d'ailleurs la semaine dernière, on recevait donc la société donc Enedis qui était avec nous, avec j'ai oublié son nom, je vais me le faire
taper sur les doigts. Avec Enedis, on en parlait justement, et nous aussi, bien entendu, on les remercie puisque ça nous a permis de travailler sur le télétravail, également de rester en réseau et connecté avec nos amis, bien entendu. Je voudrais juste saluer, puisque tu parlais, Guillaume, du réseau pro, Thierry Torina, qui est un des commerciaux du groupe Plein Sud, qui est partenaire du Toulouse Olympique 13, avec qui tu travailles, tu m'en parlais tout à l'heure avant l'émission. Et comme Thierry est un spectateur assidu de l'émission, je le salue. Voilà, Julien, on va parler, si tu le veux bien, de Arvadiag. Est-ce que tu peux nous parler donc de ton entreprise que tu as créée il y a quelques temps? Avec plaisir, Laurent. Donc, Arvadiag, c'est une entreprise de diagnostic immobilier. J'ai créé l'entreprise il y a 2 ans sur Toulouse. Donc, comme je l'expliquais dans la présentation, ça faisait à peu près 10 ans que je faisais ça sur Grenoble. Et ensuite, voilà, l'appel des enfants a fait que j'ai décidé de tout plaquer sur Grenoble et de venir sur Toulouse pour créer cette société en faisant la deuxième chose que je sais mieux faire aujourd'hui, c'est après jouer au foot, moi je sais faire du diagnostic immobilier. Donc le diagnostic immobilier, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Si toutefois vous devez vendre un appartement, une maison, un bien, quel qu'il soit, vous devez réaliser un certain nombre d'expertises. Le nombre peut monter jusqu'à 8. Nous avons le mesurage de votre appartement, de votre bien. Nous avons le fameux DPE, le diagnostic de performance énergétique. Vous savez, la petite étiquette avec toutes les couleurs. Nous avons un diagnostic amiante, un diagnostic électricité, diagnostic gaz, diagnostic plomb, diagnostic thermite et l'ERP. Donc, nous assurons tous ces diagnostics. Tous nos techniciens sont assurés et certifiés pour pouvoir intervenir sur n'importe quel type de bien. Nous avons mis en place une plateforme numérique sécurisée pour la restitution des dossiers sous 24 à 48 heures. On peut les rendre le jour même aussi. J'ai eu le cas aujourd'hui, j'étais à La Masquère cet après-midi et ils signaient ce soir à 19h. Donc, ils m'ont dit, voilà, tu fais comme tu veux, Jules, mais il nous faut le dossier ce soir. Donc, partage de connexion oblige. On traite le dossier de suite après dans la voiture et on envoie ça au notaire et aux clients. Donc, nos points forts aujourd'hui, c'est réellement la réactivité, la proximité, la différence de peut-être de plus grands groupes qui aujourd'hui sont réellement implantés sur le secteur du diagnostic immobilier sur la région Occitanie et partout en France. On a réellement cette relation avec le client qui fait qu'on suit le dossier du début jusqu'à la fin. Si c'est moi qui fais un diagnostic dans une maison, c'est moi qui vais le suivre jusqu'à la fin. Je peux expliquer les différentes anomalies ou pathologies qu'on a trouvées dans le logement. On assure réellement un suivi et on rassure le client parce qu'aujourd'hui, dès qu'on parle d'anomalies et de pathologies dans un bâtiment, dans une maison, ça fait peur tout de suite. Alors que, j'ai envie de dire, 99 fois sur 100, ce sont des anomalies bénignes que l'on va trouver dans beaucoup de logements. L'explication est que la réglementation a changé, a évolué au fil du temps et que le bâti, lui, il est resté là, il n'a pas évolué. Et si on ne s'est pas mis à jour des différentes normes, forcément, on va se retrouver avec un logement qui n'est pas, entre guillemets, conforme. Ce qui n'empêche en aucun cas une vente. Donc, on est là réellement pour rassurer le client. J'en profite également pour vous dire que si vous avez des biens en location, les diagnostics sont également obligatoires pour tout bien en location. Ce n'est pas uniquement pour les transactions, c'est pour la location. On me pose tellement souvent la question, ah oui, j'ai 5-6 appartements en location, est-ce que je dois faire les diag? Oui, tu dois les faire. Nous, on informe des besoins, on informe des obligations réglementaires aux clients. Ensuite, ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, on n'est pas là pour faire de la force de vente. Quand on vous dit de rouler à 130 sur l'autoroute, voilà, vous savez qu'il faut rouler à 130. Si vous roulez à 180, après, c'est votre problème. Donc, le diagnostic est réellement là pour informer l'acquéreur, pour rassurer et sécuriser également les logements, parce que nous, on tombe sur des parcs d'appartements ou de maisons des fois, où les installations électriques et installations de gaz, par exemple, font froid dans le dos. Je pourrais citer X dizaines d'exemples sur des biens qu'on a expertisés et qu'on dit là, ça craint vraiment. Donc, on est aussi là pour ça. Aujourd'hui, sur Toulouse, donc, on est une équipe de… Tu as répondu à la question que je voulais te poser. Du coup, c'était quel est l'intérêt en fait de faire aujourd'hui un diagnostic pour
pour un particulier ou même pour une entreprise qui gérerait pour le bien d'un particulier. Tu as répondu, la question générale, c'est la sécurité, c'est aussi la qualité aussi du logement, bien entendu, pour l'acheteur ou pour le locataire. Voilà. Du coup, ça veut dire aussi que tu travailles en direct avec des particuliers et aussi, tu as aussi un besoin en fait, de partenariat avec des spécialistes de l'immobilier, des professionnels de l'immobilier. Bien sûr, aujourd'hui, nos premiers prescripteurs, ce sont les agences immobilières, puisque c'est eux qui ont le volume, c'est eux qui ont la visibilité sur ce qui se vend, ce qui se loue et plus. Donc, on a tout type de prescripteurs, on a tout type de clients. Les particuliers, c'est très souvent du one-shot, on fait un diagnostic et ensuite ils ont vendu, on ne les revoit plus. Si tout s'est bien passé, ils nous rappellent 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard parce qu'ils veulent des informations. Mais les premiers aujourd'hui, ce sont les agences. Une autre facette aussi, et j'ai fait quelques dossiers grâce à la table ovale et les compagnons, c'est les pros du BTP. Aujourd'hui, on ne le sait pas encore assez ou alors on ne peut pas le savoir parce que forcément, il y a une mise en œuvre qui se veut coûteuse sur certains aspects. C'est l'amiante avant travaux et démolition. Aujourd'hui, pour tous travaux que vous allez effectuer chez vous par un professionnel, il va vous demander un amiante avant travaux ou avant démolition parce que n'importe quel professionnel aujourd'hui ne peut pas intervenir sur une façade, sur un plancher, sur un mur s'il n'a pas la certitude qu'il n'y ait pas d'amiante derrière. Donc, je le sais très bien et c'est pour ça que j'en parle avec beaucoup d'aise. Je sais très bien qu'il y en a qui ne le font pas parce que voilà, c'est un diagnostic en plus à faire. Voilà, on fait la politique de l'autruche, voilà, on baisse la tête, on ne sait pas qu'il y en a, on le fait quand même. Mais c'est toujours pareil. Tout se passe bien jusqu'à ce que ça se passe mal. Exactement. Sur des gros chantiers, aujourd'hui, il y a l'inspection du travail qui est vraiment sur les dents et qui est vraiment à cheval là-dessus. Et en 2019, et ça poursuit en 2020, il y a eu les contrôles de l'inspection du travail sur site de rénovation, de chantier, etc., se comptent en dizaines de milliers. Avant 2019, c'était peut-être entre 3 et 5 000 contrôles à l'année. Aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de milliers. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on aborde les professionnels du BTP avec cette information et ensuite, voilà, on propose et eux, ils disposent. Mais en tout cas, on sait faire aussi ça. Donc, on a bien entendu, particuliers professionnels de l'immobilier ou professionnels du bâtiment, pensez donc à vos diagnostics, forcément, pensez Julien Baudet et Arvadian. Laurent, même question pour toi. LV Courtage, du coup, jeune entreprise, mais du coup, dis-nous un petit peu voilà, quelle est son histoire, quelle est sa spécialité. Alors, LV Courtage, c'est une entreprise de courtage en crédit immobilier. En fait, on a 4 métiers, mais j'y reviendrai. C'est une entreprise qui est jeune, mais quand même qui a 6 ans maintenant, puisque j'ai créé fin 2014. J'en suis le seul associé. Aujourd'hui, on est 7 à travailler sous l'enseigne LV Courtage, avec 5 mandataires, donc consultants, un qui fait ça à temps plein, 4 qui font ça en activité secondaire et une stagiaire. Qui est arrivé à la fin du confinement et qui a vocation à rester après la fin de son stage. Donc les métiers, je te disais, on fait du crédit immobilier, donc l'achat de la résidence principale, secondaire, locatif, on fait du rachat de soutes aussi. Et là, on s'est financé les particuliers ou les professionnels qui font commerçants, artisans, et qui souhaitent donc faire leur financement. On fait depuis peu, grâce à Yannick Dufréchou, que tu as cité tout à l'heure et qui est un ancien compagnon de la table ovale, il m'a rejoint. Donc lui, justement, c'est une activité secondaire, mais il est responsable du marché pro chez les courtages. Ça fait ronflant. Mais du coup, il est connecté et il t'écoute. Je sais, je l'ai vu. Non, et donc Yannick apporte beaucoup parce que en tant que directeur d'agence chez BNP Paribas, je faisais du pro, mais je ne suis pas resté assez longtemps pour avoir tous les codes, les réflexes, et c'est un métier à part entière. Et Yannick a une expérience extrêmement poussée sur le métier entreprise. Donc les entreprises pour les novices de la finance, ce sont ceux qui font plus de 2 millions de chiffre d'affaires. Donc là, on adresse maintenant un bien plus large spectre que simplement les particuliers et
petits professionnels d'un point de vue bancaire, c'est-à-dire ceux qui font moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Donc, on fait du crédit immobilier, du crédit professionnel ou aux entreprises pour de la trésorerie du développement. On fait aussi des assurances, principalement en vue de servir de garantie aux prêts qu'on réalise. Donc, on fait de l'assurance emprunteur. On fait un petit peu de prévoyance professionnelle, mais principalement pour les professions libérales de santé où on a une expertise importante sur le sujet. Et on fait du conseil financier à travers du conseil budgétaire. C'est un petit peu ce que fait le conseil bancaire, mais de moins en moins. On fait du conseil en épargne et puis un petit peu de défiscalisation avec tout ce qui peut être loi Pinel, Malraux ou tout ce qui est toutes les lois de défiscalisation. Ce qui nous caractérise chez LV Courtage, c'est qu'on est un petit cabinet, donc indépendant, à l'instar un petit peu de Julien, hein, on est dispo, on est réactif et ça se prouve, ça se vérifie. On a pu travailler quand même avec quelques compagnons depuis bientôt 3 ans, et ça s'est pas mal vérifié. Ça représente, j'ai repris les chiffres tout à l'heure, j'ai été noté, on a intermédié 21 millions. Je vois que J'ai ma fiche. On a intermédié 21 millions l'année dernière. C'est ce que prêtent les banques à nos clients sur une centaine de dossiers à peu près. On se considère comme des artisans du financement avec beaucoup de proximité. Et alors aussi, encore une fois, à l'instar de Julien, on fait du tout digital aujourd'hui et d'autant plus depuis la crise Covid. Alors justement, puisque Laurent en parle, donc la partie, on va dire, financement, il en était bien entendu énormément question pendant la période que l'on vient de vivre, hein, avec notamment les banquiers. On avait Xavier Pache qui nous en a longuement parlé quand il a été invité à l'émission. Guillaume, Julien et Laurent, comment ça s'est géré un petit peu du coup pour vous cette période-là, et puis surtout, ce que je voudrais qu'on puisse dire, c'est être quand même assez positif et essayer de voir en fait l'avenir, comment ça va se passer demain pour vous dans vos entreprises et comment vous voyez demain, Guillaume. Oui, alors je voudrais dire que la réactivité et l'adaptabilité, ce n'est pas réservé aux petites structures. Je pense que même chez les grandes, on arrive parfois, pas tout le temps, mais on arrive parfois à être très réactif. Et je pense que la crise qu'on a vécue l'a montré pour ce qui concerne à la fois SFR sur l'activité télécom et puis les médias sur leurs activités. Nous, sur la partie Covid, on a eu dès le début une augmentation assez phénoménale de l'usage de nos services, hein, que ce soit le fixe et le mobile. Et on a dû être super réactif pour faire des évolutions de réseau, pour faire des évolutions de capacité, pour renforcer les interconnexions avec les autres opérateurs. Et je pense que parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui ou vous directement, vous n'avez pas dû constater de dégradation particulière dès le 17 mars. Normalement, tout fonctionnait normalement et on a été sur le pont très tôt pour mettre en place, pour assurer cette continuité de service. Là où on a été aussi très réactif sur cette période, c'est que quand tout le monde s'est retrouvé, quand une grande partie de la France en tout cas s'est retrouvée à la maison, parce qu'il y avait quand même des gens sur le terrain, et des personnes qui travaillaient, on a eu besoin d'eux, mais ceux qui travaillaient de chez eux, ceux qui étudiaient de chez eux, ils ont été confrontés à ce qu'on appelle la fracture numérique pour un certain nombre d'entre eux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas de smartphone, qui n'ont pas d'abonnement qui permet de travailler de chez eux. Ils peuvent téléphoner, mais ils ne peuvent pas étudier. Ils n'ont pas le forfait qui est adapté. Ils n'ont pas les équipements qui leur permettent d'avoir cette activité à la maison qui n'était pas quotidienne jusque-là. SFR, on a réagi de suite là-dessus et on a travaillé avec le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. On a travaillé avec une structure qui s'appelle Emmaüs Connect pour équiper et accompagner pas mal de monde à travers la France, c'est-à-dire 75 000 personnes exclues du numérique et 50 000 élèves. Dans la première semaine, en gros, on a mis en place un dispositif qui nous a permis d'équiper des centaines de tablettes, des milliers de smartphones, des centaines de milliers de gigas de données qui ont été distribués à ces personnes-là à travers nos partenaires. On a aussi travaillé avec la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, pour récolter de l'argent via des campagnes de dons via SMS
Donc, ça nous a permis de récolter 500 000 euros. Voilà, toute une série d'actions sur lesquelles on a été très réactifs, à la fois pour permettre à la France de continuer à fonctionner, au service télécom de servir tout le monde, et puis pour aider les personnes qui en avaient besoin. Aujourd'hui, j'espère que tout ça, c'est derrière nous et pour longtemps. Alors, Comment vous voyez le ouais, développement du coup, Guillaume? Parce que là, vous étiez dans la continuité. oui, avec une continuité, avec une évolution de notre façon de fonctionner. On a aussi beaucoup digitalisé, comme tout le monde, hein. C'était une démarche qu'on avait engagée, mais ça s'est évidemment renforcé. Comment on voit la reprise? Déjà, toutes nos boutiques ont rouvert. Toutes nos boutiques ont rouvert. On a mis en place toutes les normes pour permettre d'accueillir nos clients de la meilleure des façons possibles. Aujourd'hui, on va regarder comment les comportements en termes de consommation de nos clients évoluent. La digitalisation, c'est vrai que c'est une vraie évolution, hein, de la société. Je pense qu'avec nos chaînes télé et nos médias, c'est des choses sur lesquelles on avait déjà beaucoup travaillé. À titre d'exemple, on va essayer d'accompagner les territoires pour cet été où la période de tourisme va être un petit peu particulière. On ne va pas avoir des vacances comme toutes les années précédentes. Beaucoup de personnes vont partir en France, vont pour certaines d'entre elles découvrir des coins super sympas en France qu'ils ne connaissaient pas jusque-là. Aujourd'hui, on travaille avec les collectivités via BFM et via RMC à proposer des programmes qui mettent en avant les territoires, les grands lieux de notre zone. Donc voilà, on revoit un petit peu la façon de faire de la télé. Et pour la partie télécom, on attend de voir comment les choses ne se sont pas arrêtées chez nous. On a continué à déployer de la fibre, on a continué à déployer des antennes relais, moins vite, hein, parce que c'est compliqué pour tout le monde. Les clients, ils nous ont beaucoup sollicités. On a répondu présent, donc on va continuer à faire ça sur les mois qui viennent. Je pense que c'est un beau programme. Auprès des clients et continuer à faire fonctionner pour que notre émission puisse être en live sur Facebook tous les jeudis. Merci Guillaume. Julien, toi, tu as continué à travailler pendant ce confinement. Et comment demain s'envisage? Je crois que l'immobilier repart relativement bien, donc je pense que pour toi, c'est plutôt du développement. Alors, le confinement, il y a eu un petit peu de vitesse, c'est que dès l'annonce de notre président de la République, la partie diagnostic s'est brutalement arrêtée, puisque forcément, comme je l'expliquais tout à l'heure, nos premiers prescripteurs sont les agences immobilières. Donc, à partir du moment où eux ne peuvent plus rentrer de mandat, eux ne peuvent plus faire de visite, forcément, nous, on est en bout de chaîne, donc on subit cette halte qui y a eu. La chance et l'opportunité que l'on a saisie et que l'on a développée en amont sans le savoir, mais ça bien nous en a appris, c'est qu'on réalise également les états des lieux locatifs. Donc nous avons eu pas mal d'agences qui nous ont sollicité, dont une grosse régie sur Toulouse, qui nous ont sollicité, qui nous ont rebasculé tous leurs états des lieux. Donc les états des lieux étaient possibles et réalisables avec certaines mesures. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse à ce sujet. Notre dernière table ovale, il y avait un intervenant qui était rattaché au cabinet du ministre de l'Intérieur, qui nous avait fait… Pardon ? Oui, le préfet, exactement. Voilà. Et je crois que la table a eu lieu le lundi et le jeudi, notre président nous a informé du confinement. Voilà. Et le lundi, dès le mardi, alors voilà, est-ce qu'on l'avait senti ou pas, je me suis équipé en le croyant aveuglément, en disant voilà, il y a un gros bordel qui va arriver, il faut l'anticiper, il faut le prévoir. Donc toutes les mesures barrières, à savoir masques, gants, gel hydroalcoolique, des denrées qui étaient un petit peu plus compliquées à trouver par la suite, on les a eu rapidement, ce qui nous a permis d'envoyer sur ces états des lieux. Et voilà, pour vous donner un ordre d'idée, en 2 mois, on a fait 240. Pardon ? Du coup, vous étiez en sécurité pour pouvoir faire ces états de lieux. Exactement, on était en sécurité. Et intervenir auprès des clients. Voilà, et on a pu rassurer les clients en disant nous, on continue à bosser, mais on ne continue pas à bosser n'importe comment. Ce n'est pas notre volonté de dire voilà, on va le faire parce qu'on
on le fait parce que nous sommes en sécurité, vous êtes en sécurité et les locataires pour lesquels on faisait les états des lieux étaient en sécurité également. Donc, la partie diagnostic s'est arrêtée. On a pu surfer ce creux justement grâce aux états des lieux. Et aujourd'hui, voilà, avec un bilan et un petit peu de recul, on se dit que ça s'est pas trop mal passé finalement. Concernant le… Demain, Julien, excuse-moi, je te coupe parce on a pris juste un petit peu de retard, mais du coup, pour demain, pour toi, les agences sont réouvertes et du coup, les diags à fond et tu peux garder aussi cette activité. Du coup, tu gardes cette activité d'état des lieux. Voilà, oui, ça je le gardais. De toute façon, on l'avait cette activité, donc on gardera, c'est prévu de le garder. Et pour ce qui est des diags, ben voilà, ça reprend petit à petit. On sent qu'il y a de plus en plus de demandes. Aujourd'hui, on a beaucoup moins de visibilité qu'en début d'année, mais les calendriers, les agendas recommencent à se remplir tout doucement. Donc, on a bon espoir que ça continue, jusqu'à la fin de l'année et après. On te le souhaite, Julien. Laurent, du coup, toi, eh bien, pareil, hein, ça s'était un peu arrêté aussi. Ça a l'air de reprendre, même si les taux montent un peu. Alors, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tu nous rassures. J'ai pas de boule de cristal, mais aujourd'hui, je peux te dire que BNP Paribas a baissé tous ses taux de 0,20 et c'est inhabituel puisque d'habitude, ils attendent le début du mois pour le faire. Ce qui veut dire que tout le monde a augmenté un petit peu par panique, je sais pas. Mais bon, voilà, il n'y a pas de raison que les taux augmentent a priori. Si tu regardes un peu le macro, les banques centrales inondent tellement tous les pays et les banques de liquidité que ça ne devrait pas fondamentalement augmenter. L'activité, Laurent, pour toi, c'est l'activité demain, ça repart. Exactement pareil que l'a dit Julien. Hein. Nous, c'est pareil. Si l'IMO marche pas, nous, on marche pas. Donc, pendant 2 mois, ça s'est très fortement ralenti. On a amené 90% des dossiers au bout. Il y a 10% de pertes de gens qui se sont rétractés. 2 premières semaines de déconfinement, une explosion de contacts et d'activités. Depuis, voilà, ça c'est très calme. Et puis, ça remonte tout doucement. Julien l'a encore très bien dit. Hein. Je pense que nos activités se ressemblent beaucoup finalement, puisque l'agenda se remplit. Mais bon, c'est encore poussif. Voilà. J'attends avec impatience que le téléphone sonne plus. On a pris un peu de retard, donc je voudrais vraiment qu'on puisse accueillir dans la troisième séquence donc I Love Théo 13. Eh bien, nous allons accueillir Albert Serrault, qui est le secrétaire général de la table ovale. Vous savez, dans cette troisième séquence, nous accueillons à chaque fois un acteur du club qui va nous parler donc eh bien, de son engagement dans la vie du club. Albert, nous sommes ravis de t'accueillir. Bienvenue dans l'émission l'Afterwork. Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on commence déjà par se présenter. C'est ça. Alors, on a eu des bavards, Albert, mais on va te laisser donc toute la place pour que tu te présentes. Dis-nous, qui es-tu, Albert, et ton parcours? D'accord. Donc, moi, j'ai 63 ans. Je suis marié. J'ai 2 grands garçons, dont un est dans la Marine nationale, est en mer actuellement. D'ailleurs, il est confiné en mer depuis 5 mois maintenant, mais sans problème de Covid, rassurez-vous. Moi, je suis né de l'autre côté des Pyrénées. Je suis arrivé en France, j'avais 5 ans, hein, et je suis arrivé à Pau, donc dans la région paloise, à Naï pour ceux qui connaissent. Donc après des études classiques, bac, un DUT, je suis passé par le DUT, puis j'ai fini une école d'ingénieur qui s'appelle l'ENSET, qui est à Toulouse. Et après, j'étais embauché chez Thomson CSF, qui est devenu Thomson Espace d'ailleurs, qui est devenu Alcatel Espace, qui est devenu Thales Alenia Space. Voilà. Donc plusieurs métiers là-dedans, hein, 39 ans de boîte, hein, plusieurs métiers là-dedans, ingénieur d'études au départ, puis chef de projet, responsable des chefs de projet, directeur d'une grosse entité. J'ai fini donc en transnational d'ailleurs, hein, je parcourais l'Europe entière avec toutes les cartes foncées ou dorées qui vont bien. Et puis donc, j'ai fini en étant directeur d'un gros domaine, hein, le domaine altimétrie, qui est une spécialité de Thales Alenia Space, spécialité mondiale, hein, puisqu'on est les seuls à faire ça dans le monde. Mais également, donc, j'avais les 2 casquettes en même temps, c'est pas simple. Directeur de l'établissement de Thales Alenia Space à Toulouse, donc, qui compte 3500 personnes. Voilà. À la table ovale, j'y suis rentré. Je suis passionné de voile, voile en compétition.
Mais à un moment donné, quand mon fils, celui qui est rentré à la Marine nationale, d'ailleurs, m'a dit « Papa, entre la voile et ton boulot, on ne te voit plus ». Donc j'ai arrêté la voile. Et j'ai arrêté la voile et Carlos, que je connaissais parce que je connaissais sa famille à Pau, donc m'a récupéré. Donc je suis rentré à Tableval en 2005 et là-dessus, ben, le TO13, passionnant. J'ai retrouvé un petit peu l'ambiance que je connaissais sur les pontons et qui me manquait quand j'avais quitté la voile. Voilà, en gros mon parcours. Et donc je serai à la retraite le 1er juillet. Ah, tu n'es pas encore à la retraite. Je ne suis pas encore à la retraite. J'avais juste 8 mois de congé à récupérer. Donc, je suis en congé depuis fin octobre et donc je serai officiellement à la retraite. Je fais mon parcours de sortie. Donc, le 26 juin et le 1er juillet, je serai un heureux retraité. Et c'est pour ça que Carlos m'a récupéré pour être secrétaire général de la Table Ovale. Et donc, j'aide Carlos et toute l'équipe de la Table Ovale à faire en sorte que ça bouge un peu, que ça… Alors, la table ovale, justement, Albert, on en parle. Je vais lire un petit texte pour expliquer. J'ai écrit quelque chose pour ne pas manquer, mais tu vas me dire si je me trompe. Donc, la table ovale, c'est une association de plus de 500 membres. Donc, on appelle donc les compagnons, regroupant donc une majorité de décideurs chefs d'entreprise de la Haute-Garonne et des Midi-Pyrénées, qui sont partenaires du Toulouse Olympique 13. Et la table ovale, c'est donc le plus gros pilier économique du club. Et c'est également donc, le garant de l'esprit du club, des valeurs que véhicule donc, la table ovale et qui accompagne bien entendu le club dans son projet sportif vers la Super League. Le but donc, de la table ovale, c'est de permettre donc, aux acteurs économiques de se rencontrer, des acteurs économiques issus de tout secteur d'activité, avec donc une envie de communiquer, se rapprocher, donc rapprocher les entreprises et créer du lien et de la synergie. Voilà, et du coup, tout ça donc dans l'univers du Toulouse Olympique 13. Albert, est-ce que je suis bon? Non, c'est parfait, effectivement. L'idée, c'est de créer le lien entre tout un tas d'acteurs et puis de les amener petit à petit vers le TO13, ou de récupérer des gens qui sont passionnés du 13 et puis de les amener aussi vers la table ovale pour créer ce lien et créer un petit peu cet échange, cette convivialité qu'on retrouve à la table ovale et que l'on a tous plaisir à retrouver à chaque repas, qui malheureusement se sont arrêtés puisque le 9 mars a eu lieu le dernier repas. Et qu'on essaye de cultiver avec l'afterwork justement pour garder les échanges entre les partenaires. J'aurais d'ailleurs, Albert, tout à l'heure une petite anecdote puisque tu parlais de gens qui sont passionnés et qui connaissent un petit peu aussi le TO13. Une anecdote avec toi à te raconter tout à l'heure. Du coup, on reste sur la table ovale. On a reçu le préfet lors de la dernière table ovale, Albert. Depuis, plus rien. Et du coup, comment on fonctionne un petit peu au bureau avec les administrateurs? Comment vous fonctionnez? Alors justement, on s'est posé la question, puisque comme vous le savez, comme tu l'as parfaitement dit, le but de la table ovale, c'est de créer les liens entre les 500 ou 600 partenaires, enfin compagnons de la table ovale, qui sont en majorité d'ailleurs des chefs d'entreprise ou équivalents. Et donc, on s'est posé la question, comment on crée le lien? Tu sais que juste avant, on avait commencé à créer LinkedIn, donc il y a un groupe fermé LinkedIn. Donc, on s'est dit, on va profiter de ce groupe fermé LinkedIn pour essayer de créer le lien, pour essayer de renouveler un petit peu ce que l'on avait avec les tables qu'on ne pouvait pas organiser. Donc, on a commencé déjà par essayer d'aider tous les chefs d'entreprise en leur mettant à disposition tout un tas d'informations qu'on pouvait récupérer à droite à gauche, soit venant de la directe, à l'inspection du travail, soit du conseil régional, soit du SICOVAL, soit de la chambre des métiers, soit des experts comptables aussi. Donc, essayer de leur donner tout un tas de liens, tout un tas d'informations pour qu'ils puissent se dépatouiller, parce qu'il y en a beaucoup qui sont quand même relativement seuls et qui n'ont pas l'habitude de ce genre de trucs. Donc, qu'ils puissent se dépatouiller là-dedans et essayer de voir comment ils pouvaient se sortir de cette chausse-trappe qui nous est tombée dessus de manière instantanée et du jour au lendemain. Donc, cette première partie LinkedIn, donc avec Carlos… Et d'autant plus que… Vas-y.
Donc, oui, Allez, avec Carlos, on s'est donc posé la question, ben, comment on fait? Donc, il a relancé les compagnons pour leur dire, connectez-vous à LinkedIn, vous allez y trouver plein de choses. Voilà. Tu voulais dire quelque chose? non, je voulais juste dire que c'était bien parce que on l'a vécu nous en entreprise. C'était pas évident parce que comme tu l'as dit, ça nous est tombé dessus. Donc c'était pas évident de s'organiser, d'organiser toute la partie RSE. Il y a beaucoup qui ont la partie financière également, l'aide aux trésoreries, etc. Et du coup, le fait que vous puissiez envoyer ces liens, je suis sûr que ça a aidé énormément d'entreprises. Ensuite, on a eu des chefs d'entreprise qui nous ont appelés pour nous dire, écoutez, moi je peux offrir des choses, parce que voilà, moi j'ai la possibilité de me déplacer si quelqu'un a une voiture en panne, comme les garages sont fermés, moi je peux venir. D'autres qui disaient, moi ben, je peux fournir des masques. Il y en a d'autres qui nous appelaient pour nous dire, écoutez, moi j'ai un gros souci, c'est que je sais pas comment contacter les gens pour leur dire que je peux leur proposer des choses ou que j'ai besoin de ça. Donc, on a mis en place également un système de relations, de relations à travers LinkedIn en disant, ben voilà, nous, on peut vous proposer par exemple des plateaux repas, on peut venir dépanner votre voiture, on peut vous proposer des masques, on peut vous proposer des systèmes de protection, etc. Essayer de faire un petit peu une bourse d'échange, chose qui se fait naturellement pendant les repas. Et donc voilà, on a essayé de mettre un petit peu ça en place. C'est pas toujours simple parce que LinkedIn n'est pas toujours simple d'accès, mais je pense qu'au bout d'un moment, tout le monde y est petit à petit arrivé. Et dernier sujet que l'on a mis en place, ben, ces interviews, hein, c'est un peu en complément à ce que vous faites. Hein, donc, c'est d'aller interviewer quelques personnes et de mettre à disposition donc à travers à la fois LinkedIn, mais également grâce au TO13, ben, de mettre l'interview de certaines personnes. Tu en as parlé au début, hein, Il faut Albert, je pense que tu me rejoins là-dessus. Le TO13, c'est une entité, et dans cette entité, on y trouve la table ovale, on y trouve le business club, on se retrouve également autour des matchs. On le disait avec Carlos justement sur la première émission qui a été l'inauguration en fait de l'émission. Voilà, il y a le partenaire aujourd'hui a multiples possibilités de pouvoir échanger et rencontrer, soit pour développer une passion ou son business, voilà, soit pour échanger, comme tu le disais, dans la solidarité et toujours dans l'échange. Albert, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines à venir? Comment on va repartir un petit peu la table ovale? Alors, deux sujets qui vont arriver avant la période estivale, hein, puisqu'en général, la table ovale, on fait un dernier repas début juillet, puis après, on se retrouve en septembre. Donc, septembre, déjà, on a prévu une table ovale entre guillemets normale qui se fera à l'occasion du mythe. Hein, le mythe, c'est la nouvelle foire exposition qui aura lieu là-bas à Beauzelle. Et donc, à cette occasion-là, ben, la table ovale de la foire expo qu'on devait faire en avril ou en mars, eh ben, voilà, on la fera en septembre. Et donc, ce sera la prochaine vraie table ovale. Mais entre les deux, on a voulu mettre en place autre chose, c'est-à-dire continuer à serrer les liens et continuer à créer ce lien et à le maintenir. Donc, avec deux choses. La première chose, c'est la création d'un site internet purement table ovale. Hein. Tu sais qu'aujourd'hui, on peut aller dans des informations table ovale sur un site privé, la table ovale, mais à travers le site du TO13, mais c'est un site privé. On a voulu justement écarter en mettant un site donc purement table ovale qui soit accessible par tout le monde depuis n'importe quel site de recherche et qui va permettre aux gens de faire connaître la table ovale, de faire connaître le Toulouse Olympique. Beaucoup de monde connaît la table ovale mais ne sait pas comment avoir des informations. Tu vas sur Google, tu tapes table ovale, si tu tombes sur un site soit de fabricant de tables ovales, soit un site de la table ovale qui est dans l'Hérault, ils se sont appelés la table ovale de l'Hérault. Voilà, et puis nous, pas du tout. Donc l'idée, c'est un outil qui manquait, Albert, et c'est bien que. Voilà, donc on va faire cet outil qui va nous permettre à la fois d'aller vers le site privé de la table ovale pour les compagnons, mais également vers le TO13. Voilà, ça sera le complément total. Donc on est en train d'y travailler. Deuxième sujet auquel on a travaillé, on a commencé à y réfléchir, je dirais début mai.
avant le déconfinement, on a dit on peut pas rester comme ça sans avoir une réunion où on se voit tous, etc. Donc, on a réfléchi à faire une table ovale confinée, donc avec des plateaux repas, avec Zoom. Et bon, c'est très compliqué. Éric Castex, d'ailleurs, nous a donné un coup de main. Et puis, le temps passant, eh ben, il va devenir de moins en moins confiné, puisque, en gros, en fonction des gens qui vont participer, ben, on aura 2 ou 3 restaurants qui accueilleront quelques tables avec les distances, évidemment, les distances réglementaires. Hein. Vous savez, le virus, il est encore là. Donc, il faut pas faire un autre cluster. Vous savez qu'il y a eu un cluster à Blagnac la semaine dernière. Le but, c'est pas de créer un autre cluster, donc d'essayer de faire en sorte d'avoir quand même la convivialité, quand même que les gens se rencontrent, mais qu'on respecte toutes les exigences barrières, mais que ces divers sites, qui est 2, 3 sites, 4 sites, même si quelqu'un veut faire une table ovale chez lui avec quelques copains, eh ben, il pourra se relier à travers Zoom à toutes les autres tables ovales qui seront répartis dans Toulouse, autour de Toulouse. Voilà. Donc, c'est les 2 prochaines, à court terme, actions, le site et la table ovale déconfinée en virtuel, sachant que le prochain vrai table ovale, ce sera en septembre, si effectivement tout se passe bien au niveau de l'évolution de cette saloperie qui nous est tombée dessus en début d'année. Voilà. Merci Albert, je crois que c'est clair, hein. Je pense qu'on a bien compris en fait la table ovale, on a bien compris que derrière il y avait toute une équipe qui était là, qui préparait, alors bien entendu derrière Carlos, qui est on va dire la tête d'affiche de la table ovale et qu'on remercie bien entendu qui a créé ça donc depuis maintenant des années. Et du coup, maintenant je vais poser une question aux invités, mais à toi aussi Albert. Je voudrais juste dire une dernière petite chose, c'est que pendant ce confinement, tout le CA continue à se réunir, à se creuser les méninges. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Et bon, ça a créé, vous savez qu'on a été élu il y a un an, on se voyait de temps en temps, ça a créé vraiment une union entre tous les gens du conseil d'administration qui arrivent sur tout ce qu'on vient de vous dire, quoi, hein, et qui fait que on repart, j'espère, avec de bonnes solutions et en collaboration, surtout avec le TO13, mais également avec le Toulouse Olympic Business Club. Voilà. Eh bien, tu as bien fait de le dire parce que tu me tends une feuille de transition, Albert. Parfait. Maintenant, vient la question en fait aux invités quel est le souvenir ou quelle est l'anecdote que vous puissiez raconter donc aux spectateurs sur le Toulouse Olympique 13. Alors Guillaume, il est un peu jeune. Moi je suis tout jeune dans le rugby à 13 et le TO13, donc malheureusement à cause du Covid, j'ai pu assister simplement à 2 matchs pour l'instant. Donc les anecdotes, je pense qu'elles vont venir dès la reprise du championnat et dans les prochains matchs. Alors je saute à Julien parce que je vais te raconter quelque chose. Guillaume, tu vas voir, ça va t'intéresser. Julien? Alors moi, j'en ai pas mal à raconter, donc on va essayer de faire court. Et il y en a qui sont plus ou moins racontables, donc on va éviter. En fait, la première, c'était ma première anecdote. Mon premier match, je suis allé voir avec mes enfants. Et il y a une réception d'avant-match. Et il y a quelqu'un qui m'a fait boire, je crois que ça s'appelle l'alcool des fous. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Un truc du Gers, un mélange de… Je sais pas comment ça. Voilà, je me rappelle plus. Donc c'était très très bon. J'en avais bu 1, 2, 3. Le pouce rapière. Ça s'appelle le pouce rapière. C'est possible. Je me rappelle plus comment. Enfin, je me rappelle d'après en fait. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. J'allais y venir. Mais voilà, ça m'avait marqué parce que c'était ma première expérience, le premier contact que j'avais eu avec en fait, les compagnons et c'est cette personne qui donc, un bel accueil autour des matchs. Laurent, voilà, c'était super. Une anecdote sur le Théo? Alors moi, le Théo, j'y suis venu à travers la table ovale, puisque c'est d'abord la table ovale que j'ai connue. Et la petite anecdote, c'est que j'ai vu mon premier match à Fort
plus longtemps, puisque c'était le dernier match et c'était en compagnie de Bernard Sarrazin, puisqu'il a eu la gentillesse de m'inviter en loge avec lui. Donc je pense que j'ai vu, je peux mourir tranquille, c'est bon. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors moi, je vais vous en raconter une. Alors je suis l'animateur, mais là je vais me positionner en tant que partenaire, puisqu'on est aussi partenaire du Théo. Et je vais raconter une chose. Le premier match que j'ai vu du Théo 13, et je suis très content qu'il y ait Albert qui soit là parce qu'il est concerné, c'était à Blagnac. Et bien entendu, moi je venais du 15, donc je ne connaissais pas trop le 13, même si, comme vous, je connaissais la Tapoval. Eh bien, je vais faire très court hein, parce que c'est un peu plus long. À côté d'Albert, il y avait Jean-Loup Pessetto, que je salue également, on l'embrasse très fort à Jean-Loup. Et bien, figurez-vous que j'étais derrière Albert pendant ce match, et il y a quelqu'un qui me souffle à l'oreille et me dit c'est le directeur de Thales. Alors là, moi, bon, Thales pour moi, voilà, grosse boîte toulousaine, etc., donc très impressionné. Et bien, figurez-vous qu'Albert, pendant tout le match, il s'est retourné et il m'a expliqué le match. Il m'a expliqué le match. Et ça, j'en garde un souvenir, Albert, exceptionnel parce que j'en ai des frissons quand j'en parle. Je vous dire pourquoi. Parce que on m'a dit, au Théo, tu verras, c'est convivialité, c'est sympa et tout. Eh bien, écoutez, j'ai vu Albert et d'autres, hein, comme Jean-Loup, qui n'hésitent pas, quand il y a des gens qui ne connaissent pas les règles, etc., qui racontent en fait les règles. Et là, c'est pour ça que moi, j'ai envie de dire aux gens, venez voir le 13. Parce que c'est spectaculaire et surtout les gens sont abordables et c'est la convivialité. Donc Albert, je te rends un petit hommage et je te remercie de ton accueil au sein du Théo. C'était ma petite anecdote. À toi Albert, maintenant, je sais que tu dois en avoir plein d'anecdotes à nous raconter. Et Guillaume, je te donnerai la parole après. Non, moi c'est mes meilleurs souvenirs des matchs, c'était quand on était en élite le lundi soir. Je sortais du travail en costume, cravate et je venais au match lundi soir tard. Et c'était extraordinaire. Non, moi, mon plus beau souvenir, c'est 2014. Moi, j'ai connu le Toulouse Olympique en 2005. De 2005 à 2014, pas un titre. Et en 2014, bam, les deux titres. Les deux. La coupe et le championnat. Voilà. Pour moi, c'est une année extraordinaire. Guillaume, tu voulais dire quelque chose ? Oui, pour témoigner aussi de la convivialité et de la simplicité lors des matchs. Moi, le premier match, c'est Carlos qui m'a expliqué les règles et qui m'a commenté tout le match. Donc, c'est clair. C'est aussi, je pense que je ne pouvais pas avoir meilleur initiateur au rugby à 13 que lui. C'est ce que j'allais dire. On a cité son palmarès. Tu es sûr du coup, là. Oui. Très bien. Messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? J'ai un peu accéléré sur la fin parce qu'on a dépassé un peu le temps, mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ? Et moi, j'aimerais vous poser une dernière question. Il y a plein de monde qui nous regarde, Max de Géladoc, Franck Renda, Dorothèque, Yannick Dufréchon l'a dit tout à l'heure, là. Caroline Vacher qui nous regarde, ça vous dit quelque chose, monsieur Laurent ? Voilà. Claude Bedel, je le salue parce que Claude, c'est un fervent bénévole du Théo qui s'occupe de l'association des anciens. Fabienne Barrault, Paul Marcon, joueur du Théo qui est connecté, on vous salue. Donc, une question que je vous posais, que je pose en fait à chaque fin d'émission. Messieurs, que vous soyez jeunes ou plus anciens dans le club, qu'est-ce que vous diriez à des gens qui voudraient rejoindre les partenaires du Toulouse Olympique 13 ? Guillaume ? C'est toujours à moi de commencer. Venez. Venez, c'est le plus simple. Simplicité, convivialité, venez. Julien ? Pas faire très original, je vais dire la même chose. Venez voir. Et le reste parlera de lui-même. On a parlé de les maîtres mots étaient convivialité, simplicité. Et oui, c'est convivial, c'est simple, c'est facile et on passe un très très bon moment. Donc la meilleure des choses, c'est venez voir et après faites-vous votre propre idée. N'hésitez pas surtout à communiquer avec les gens. Laurent ? Écoute, moi, je vais dire la même chose. Venez. Et puis, tu vois, j'ai sous les yeux une photo de la dernière garden party où j'ai invité 17 personnes de mon entourage, si tu veux. Donc, j'ai envie de dire, je joins le geste à la parole et j'ai hâte. Et j'espère qu'on pourra faire cette prochaine garden party parce que c'est toujours génial, quoi. Il y a les copains, les partenaires et en plus, il y a les petits. Avant de donner le mot de la fin à Albert, quand tu dis les copains, on a eu des invités qui nous ont dit je me suis fait des copains en fait sur le business club, sur
sur la table, etc., que je vois aujourd'hui. Je pars en week-end avec eux, etc. Ah oui, 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 oui. Ah oui. C'est une vraie famille. Albert, on va te laisser C'est le vrai. mot. Ah, c'est gentil. Effectivement, ils ont tous dit venez. C'est vrai que le enfin, que le 13 et en particulier avec le TO13, c'est très convivial. On a presque l'impression d'être en famille. Hein. Je vous disais, moi, quand j'y allais le lundi après le travail, y compris en hiver, je trouvais, on était en famille. Voilà, on était en famille, on était entre nous. Donc, c'est cette convivialité. Et puis surtout, on ne s'ennuie pas à 13 parce que ça n'arrête pas. Ça va très, très vite, ça n'arrête pas. Le ballon, il est rarement acumencelé, excusez-moi du terme, mais sous un tas de gens. Donc, ça ne s'arrête pas. Et c'est vrai que sur les 80 minutes du match, il est rarissime qu'on s'ennuie plus d'une minute. Voilà, c'est ça. Donc, venez et vous verrez, vous serez conquis. Et venez à la table ovale aussi, puisque vous continuerez cette convivialité avec la table ovale. Voilà. Oui, je le disais tout à l'heure, il y a de multitudes de possibilités en fait, de trouver cette convivialité. Et bien sûr, Albert, la table ovale en fait partie. Et le business club aussi. Le business club, bien entendu, Albert. J'ai mis cette petite affiche, justement, ça va juste expliquer aussi qu'aujourd'hui, on joue dans un écrin pour la partie Championship, parce qu'il y a aussi le championnat de France qui a retrouvé à Arnonay, à Ernest Vallon. On a aussi, donc, bien entendu, la possibilité de pouvoir recevoir, amener sa famille, comme l'a fait Julien, donc en toute convivialité. Messieurs, l'émission touche à sa fin. Je voudrais vraiment vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. J'espère que vous avez passé un bon moment, que vous êtes régalés dans cet afterwork et que, bien entendu, on se retrouvera bientôt. Je voudrais remercier également tout le public qui s'est connecté et qui nous est fidèle au live. Remercier également toute l'équipe de la réalisation à la technique pour, bien entendu, la mise en place et gérer le live. Vous pouvez retrouver l'émission sur le Facebook en replay, sur la page YouTube également du Toulouse Olympique 13. Moi, je vais vous donner du coup rendez-vous jeudi 25 à 18h pour une prochaine émission de l'Afterwork avec de nouveaux invités. Messieurs, je vous dis à très bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Salut.